Ce que vous allez entendre représente le transfert d'armes le plus lourd de conséquences dans l'histoire du Moyen-Orient moderne, et la communauté occidentale du renseignement ne l'a vu qu'une fois l'opération déjà achevée. 500 missiles balistiques intercontinentaux Hwasong 1-8. Le missile balistique intercontinental à propergol, solide, le plus avancé que la Corée du Nord ait jamais produit. Un système d'armes qui, lors de ses essais en 2023, a démontré une portée dépassant 15 000 km, suffisante pour atteindre non seulement Israël, non seulement les bases américaines à travers le Moyen-Orient, mais aussi le territoire continental des États-Unis. 500 d'entre eux ont été transférés dans le cadre d'une opération logistique clandestine d'une ampleur et d'une audace vertigineuse, et se trouvent désormais dans des installations souterraines durcies sur le territoire iranien, chargé, ciblé et prêt. Laissez ce chiffre s'imposer un instant. 500. Les États-Unis déploient actuellement environ 400 missiles balistiques intercontinentaux Minuteman III dans l'ensemble de leurs forces terrestres de dissuasion nucléaire. Le nombre que l'Iran vient de recevoir de Pyongyang dépasse l'intégralité de l'inventaire américain de vecteurs nucléaires stratégiques basés au sol. Et contrairement au Minuteman III, un système dont les silos fixes sont connus, cartographiés et ciblés depuis des décennies par les planificateurs russes et chinois, ces plateformes Hwasong 1-8 sont mobiles sur route, elles se déplacent, elles se cachent, elles peuvent être positionnées et repositionnées à travers l'immense territoire iranien d'une manière qui rend tout ciblage préventif pratiquement impossible sans un renseignement en temps réel d'une qualité qu'aucune constellation satellitaire ne fournit aujourd'hui. Israël s'est réveillé ce matin dans une réalité stratégique fondamentalement différente de celle dans laquelle il s'était endormi. L'avantage militaire qualitatif que Washington garantit et soutient depuis un demi-siècle, l'assurance qu'Israël disposera toujours d'armes, de systèmes et de capacités de frappe supérieures à toute combinaison d'adversaires régionaux, vient d'être anéanti par un seul accord de transfert entre deux nations sanctionnées, isolées, que le monde occidental a passé des décennies à tenter de tenir éloignées l'une de l'autre. La question se pose maintenant en réunion d'urgence. Tous les ministères de la défense de Tel Aviv à Washington, en passant par Riyad, n'est pas de savoir si ce transfert a eu lieu. L'imagerie satellitaire, les interceptions du renseignement d'origine électromagnétique et les comptes rendus du renseignement humain provenant de multiples sources indépendantes ont désormais confirmé le transfert au-delà de tout doute analytique raisonnable. La question posée, avec une panique à peine dissimulée, est celle-ci. Que se passe-t-il maintenant ? Que fait Israël lorsqu'il fait face à un adversaire armé de 500 missiles balistiques intercontinentaux capables d'emporter des charges nucléaires, guidés par un système que l'architecture de défense antimissile du Moyen-Orient n'a jamais été conçue pour intercepter ? Que fait Washington lorsque le cadre de dissuasion qu'il maintient dans la région depuis 50 ans se retrouve soudain face à un arsenal qui modifie tous les calculs à la fois ? 3 questions structurent l'analyse complète. Premièrement, comment la Corée du Nord et l'Iran ont-ils exécuté un transfert de 500 des missiles balistiques intercontinentaux à propergol, solides les plus avancés au monde, sans déclencher de réponse d'interdiction occidentale ? Deuxièmement, que signifie réellement la capacité technique du Hwasong 1-8 pour l'architecture de défense israélienne et pour la projection de puissance américaine dans l'ensemble du théâtre moyen-oriental ? Troisièmement, alors que l'Iran détient désormais la plus grande force de missiles balistiques intercontinentaux mobiles sur route en dehors de la Russie et de la Chine, quelles options réalistes restent-elles à Washington et à Tel Aviv ? Et existe-t-il une voie qui ne conduise pas directement à la confrontation nucléaire la plus dangereuse depuis la crise des missiles de Cuba ? Les réponses ne sont pas rassurantes, mais elles sont nécessaires. Le transfert et la manière dont la Corée du Nord a armé l'Iran avec le missile balistique intercontinental le plus dangereux du monde ne peut être compris qu'en reconnaissant deux choses à la fois: les limites réelles de la collecte occidentale de renseignements face à des opérations profondément compartimentées entre États sanctionnés, et les efforts extraordinaires déployés par Pyongyang et Téhéran pour rendre cette opération invisible jusqu'à son achèvement. Le transfert du Hwasong 1-8 ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il est l'aboutissement d'une relation entre la Corée du Nord
et l'Iran, qui s'est renforcé de manière constante au cours de la dernière décennie, s'est accéléré brutalement après l'effondrement du plan d'action global commun, le JCPOA, en 2018, et a atteint un nouveau degré d'intimité opérationnelle après le succès démontré des transferts d'obus d'artillerie nord-coréens aux forces russes en Ukraine. Cette expérience a donné à Pyongyang à la fois des devises fortes et la conviction que des opérations logistiques clandestines d'armement à grande échelle pouvaient être menées avec succès sous surveillance occidentale. L'architecture logistique du transfert a exploité 3 vulnérabilités simultanées dans la couverture du renseignement occidental. La première vulnérabilité était géographique. La principale route de transfert passait par voie terrestre à travers le territoire chinois, avec des autorités chinoises soit non informées, soit délibérément peu regardantes vers l'Asie centrale, puis au moyen d'un accès à des corridors contrôlés par l'Iran et d'une autorisation de transit russe vers le nord-ouest de l'Iran. Cette route évitait les points d'étranglement maritime où sont positionnés les moyens américains d'interdiction navale. Elle évitait l'espace aérien où les moyens de surveillance américains maintiennent leur couverture. Elle traversait précisément la zone de recouvrement imparfait entre les priorités de collecte du renseignement américain, une faille qui existe parce qu'aucun responsable politique américain n'a voulu officiellement affecter des moyens de collecte sur le territoire chinois au niveau nécessaire pour surveiller ce type d'opération logistique terrestre. La deuxième vulnérabilité était le calendrier. Le transfert a été exécuté en plusieurs phases sur une période de 14 mois, avec des expéditions individuelles maintenues en dessous du seuil susceptibles de déclencher des réponses automatiques d'escalade chez les analystes américains du renseignement. Aucun envoi n'était assez important pour provoquer l'alarme qu'aurait suscité la quantité totale transférée si elle avait été déplacée en une seule fois. Au moment où la fusion analytique des multiples rapports d'expédition a permis d'établir une image complète de la quantité totale transférée, l'opération était terminée. La troisième vulnérabilité était la tromperie. Les équipes techniques nord-coréennes et iraniennes ont délibérément maintenu des schémas d'activité normaux dans les sites connus de production et de stockage de missiles pendant toute la période du transfert. Les images satellites des installations établies ne montraient aucune activité inhabituelle. Le transfert proprement dit a été effectué depuis des sites secondaires dont l'existence était soit inconnue des services occidentaux, soit masquée par des opérations délibérées de tromperie électronique. Le résultat, c'est que la communauté occidentale du renseignement, l'appareil de collecte et d'analyse le mieux doté de l'histoire humaine, a manqué un transfert de 500 missiles balistiques intercontinentaux jusqu'à ce que les armes se trouvent déjà à l'intérieur d'installations iraniennes durcies, dispersées sur plusieurs sites et de fait à l'abri de toute action militaire conventionnelle, sauf une campagne de bombardement massive et prolongée, d'une ampleur et d'une durée comportant un risque d'escalade catastrophique. Au moment où le transfert a été confirmé, des réunions d'urgence se sont tenues simultanément à Washington, à Tel Aviv, à Londres et dans chaque capitale du Golfe accueillant une présence militaire américaine significative. Ce que ces réunions ont produit, c'est pas un plan. Ce qu'elles ont produit, c'est la reconnaissance qu'il n'existe pas de plan propre, que chaque option disponible entraîne des coûts si lourd que décider d'agir suppose d'accepter des conséquences qu'aucun gouvernement de l'Alliance occidentale n'est actuellement politiquement en mesure d'assumer. La déclaration iranienne après la confirmation du transfert était, dans son langage public, caractéristiquement mesurée et, dans ses implications stratégiques, dévastatrice. Téhéran n'a pas annoncé les missiles dans des conférences de presse triomphalistes. Il a simplement laissé la confirmation se propager par les canaux du renseignement et a laissé les implications stratégiques parler d'elles-mêmes. Cette retenue était en elle-même un message, une démonstration de confiance née de la certitude d'avoir déjà atteint l'objectif et du fait que rien de ce que l'adversaire fera désormais ne pourra l'annuler. Le Hwasong 1-8 est entré dans la conversation stratégique mondiale en avril 2023 lorsque la Corée du Nord a procédé à son premier tir d'essai public sous l'observation directe de Kim Jong-un. Ce que cet essai a révélé et ce que les analystes occidentaux ont ensuite confirmé par l'analyse de la télémétrie
et la reconstitution de trajectoire. C'est un système d'armes représentant un véritable saut de génération dans la capacité balistique nord-coréenne et par extension dans la capacité de tout acteur venant à le posséder. Comprendre pourquoi le Hwasong 1-8 est catégoriquement différent de tous les missiles balistiques iraniens précédents et pourquoi il rend l'architecture défensive existante d'Israël fonctionnellement obsolète face à cette menace précise, suppose d'examiner 4 dimensions techniques distinctes. La propulsion, la portée, le guidage et la survivabilité. Le système de propulsion est le point de départ de l'histoire du Hwasong 1-8. Les précédents missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens et par extension les systèmes balistiques iraniens de longue portée, issus de transferts technologiques nord-coréens, utilisaient une propulsion à ergol liquide. Les systèmes à ergol liquide présentent une capacité opérationnelle importante, mais ils comportent une limite tactique critique. Ils nécessitent une séquence de ravitaillement avant lancement qui prend des heures et génère des signatures thermiques et chimiques observables que les satellites de renseignement et les capteurs au sol peuvent détecter. Cette fenêtre de préparation au lancement est la vulnérabilité que la doctrine américaine et israélienne de frappe préventive a historiquement visée. Si la séquence de ravitaillement peut être détectée, le missile peut être frappé avant son lancement. Le Hwasong 1-8 élimine totalement cette vulnérabilité. Il utilise un système de propulsion à propergol solide à 3 étages, l'architecture de propulsion à propergol solide pour missile balistique intercontinental la plus avancée que la Corée du Nord ait jamais produite. Un missile à propergol solide ne nécessite aucune séquence de ravitaillement. Le propergol est déjà chargé et stocké à l'intérieur du corps du missile. Un lanceur mobile sur route Hwasong 1-8 peut recevoir un ordre de tir, redresser son missile et procéder au lancement en quelques minutes en ne générant une signature thermique que dans les secondes précédant l'allumage, bien trop brièvement pour permettre une réponse préventive. Il ne s'agit pas d'une amélioration marginale de la survivabilité, il s'agit d'une transformation catégorique. Face à un système à ergol liquide, la frappe préventive reste une option viable, bien que difficile et risquée. Face à un système mobile sur route à propergol solide dispersé sur le territoire iranien, la frappe préventive n'est pas une option viable. On ne peut pas viser ce qu'on ne peut pas localiser avec un préavis suffisant pour frapper avant le lancement. La dimension de portée aggrave la menace d'une manière qui redessine toute la carte stratégique régionale. La portée démontrée du Hwasong 18, confirmée à plus de 15 000 km dans sa configuration d'essai à trajectoire maximale, signifie que, depuis des positions de lancement situées n'importe où, sur le territoire iranien, l'arme peut atteindre Tel Aviv, toutes les bases américaines au Moyen-Orient, toutes les capitales européennes de l'OTAN, et avec un positionnement optimal des cibles sur le territoire continental des États-Unis, l'Iran n'avait jamais auparavant possédé de vecteurs à portée intercontinentale. L'acquisition de 500 plateformes Hwasong 1-8 transforme du jour au lendemain l'Iran, puissance militaire régionale, en État disposant d'une véritable capacité de frappe mondiale. Le système de guidage représente la 3e dimension du profil de menace du Hwasong 1-8 et celle qui sape le plus directement les architectures existantes de défense antimissile. La technologie nord-coréenne de guidage a nettement progressé au cours de la dernière décennie, portée par l'accès à une expertise technique russe et chinoise, et par le type d'innovation indigène forcée que génère une pression globale de sanctions. Le Hwasong 1-8 utilise un système de navigation inertielle mis à jour par navigation stellaire, une approche de guidage entièrement indépendante du GPS ou de tout autre système de navigation satellitaire susceptible d'être brouillé ou mystifié par les moyens américains de guerre électronique. Cette indépendance du guidage signifie que les opérations américaines de brouillage du GPS, menées en continu à travers le Moyen-Orient pendant de longues périodes et ayant contribué à dégrader la précision de certains systèmes de missiles iraniens, n'ont aucun effet sur la précision terminale du Hwasong 1-8. L'arme se guide à l'aide des étoiles. On ne brouille pas les étoiles. La précision terminale du Hwasong 1-8
d'après l'analyse des données d'essais nord-coréennes, est estimé à un écart circulaire probable d'environ 100 à 150 mètres pour des configurations à charge conventionnelle, avec une précision nettement améliorée possible grâce à des mises à jour du guidage terminal. Contre des cibles militaires durcies, cette précision, combinée à une charge appropriée, permet une destruction fiable. Contre des cibles à l'échelle d'une ville, la précision n'a plus d'importance. L'arme atteint de toute façon la zone désignée. L'architecture de survivabilité du Hwasong 1-8 traite la dernière dimension de la menace. Le missile est équipé d'un véhicule de rentrée manœuvrant. Une ogive capable d'effectuer des manœuvres d'évitement durant la descente terminale, compliquant drastiquement les solutions d'interception pour tout système antimissile tentant de l'engager. Le système Terminal High Altitude Area Defense, le THAAD, que les États-Unis ont déployé dans la région et qui représente la capacité d'interception de plus haut niveau disponible contre les menaces balistiques, a été conçu et optimisé contre des véhicules de rentrée non manœuvrants suivant des trajectoires balistiques prévisibles. Face à un véhicule de rentrée manœuvrant effectuant des déplacements latéraux à vitesse hypersonique en phase terminale, la probabilité d'interception du THAAD chute brutalement. Le système Arrow 3, plateforme israélienne de défense antimissile balistique de plus haut niveau, conçue pour l'interception exo-atmosphérique des menaces balistiques de longue portée, fait face au même problème fondamental. Ces algorithmes d'interception ont été développés contre des profils de trajectoire que le véhicule de rentrée manœuvrant du Hwasong 1-8 ne suit pas. Maintenant, multipliez ces caractéristiques techniques par 500. 500 lanceurs mobiles sur route dispersés à travers le territoire iranien, chacun portant une arme qui ne peut pas être visée préventivement, ne peut pas être efficacement brouillée et ne peut pas être intercepté de manière fiable par aucun système de défense actuellement déployé dans la région. Ce n'est pas une menace à laquelle on peut répondre par des améliorations progressives de l'architecture défensive existante. C'est une menace qui impose une refonte fondamentale de chaque hypothèse sur laquelle reposait la planification stratégique israélienne et américaine. La dimension nucléaire, que les responsables iraniens n'ont ni confirmée ni niée dans leurs déclarations publiques concernant le transfert, ajoute un niveau d'incertitude qui est en soi stratégiquement significatif. Le Hwasong 1-8 a été conçu comme vecteur nucléaire. Sa capacité d'emport et la configuration de son véhicule de rentrée sont optimisées pour la livraison d'ogives nucléaires. Que les missiles transférés emportent des ogives nucléaires, emportent des charges conventionnelles ou aient été transférés comme plateforme de lancement en attente d'intégration d'ogives, l'ambiguïté elle-même constitue un effet de dissuasion. Tout planificateur militaire israélien ou américain incapable d'être certain que des Hwasong, un 8 entrant porte des charges nucléaires ou conventionnelles doit traiter chaque lancement comme une frappe nucléaire potentielle et réagir en conséquence. L'ambiguïté stratégique, délibérément entretenue, est l'un des instruments de dissuasion les plus puissants dont dispose un État. L'Iran vient désormais de l'acquérir à grande échelle. La paralysie de Washington commence par une réalité brutale. Chaque option mène à la catastrophe. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale, convoquée dans les heures suivant la confirmation du transfert, a duré 9 heures. De ces 9 heures n'est sortie aucune décision. Il en est sorti une évaluation documentée expliquant pourquoi chaque option disponible entraîne des conséquences qu'aucune administration, quelle que soit sa composition politique ou son engagement affiché envers la sécurité d'Israël, ne peut accepter sans déclencher des résultats pires que le problème qu'elle cherche à résoudre. Aucune redemontade à la Trump ne transforme une matrice d'options impossible en stratégie. Il faut passer en revue les options, honnêtement, parce que la paralysie de Washington n'est pas un signe de faiblesse. C'est la réponse rationnelle à un véritable dilemme stratégique sans issue propre. La première option est une frappe militaire contre les installations iraniennes de missiles balistiques intercontinentaux. L'attrait de cette option est intuitif. L'Iran a acquis un système d'armes d'une ampleur de menace sans précédent. Le frapper avant qu'il ne puisse être utilisé, éliminer cette capacité par une action militaire décisive, c'est la logique qui a guidé pendant des décennies la doctrine américaine et israélienne de frappe préventive. Le problème, c'est le mot installation, au pluriel et dispersé.
500 lanceurs mobiles sur route ne sont pas concentrés dans des installations fixes identifiables pouvant être visées par un paquet de frappe limité. Ils sont dispersés sur le territoire iranien à des emplacements qui changent en permanence. Une campagne de frappe capable de dégrader de manière significative une force de 500 missiles balistiques intercontinentaux mobiles sur route devrait être massive, avec des centaines de sorties sur plusieurs jours ou semaines, et exigerait de viser simultanément l'ensemble de l'infrastructure militaire, logistique et de communication iranienne pour empêcher la dispersion et le redéploiement pendant la campagne. Une campagne de frappe de cette ampleur contre l'Iran n'est pas une opération militaire de précision. C'est une guerre. Une guerre contre une nation qui a démontré sa capacité à fermer le détroit d'Ormuz, à activer simultanément les réseaux du Hezbollah et des Houthis, à frapper les bases américaines dans toute la région avec son arsenal de missiles existants, et désormais à répondre potentiellement avec la force même de missiles balistiques intercontinentaux visés. Le coût économique estimé d'une fermeture du détroit d'Ormuz pour l'économie mondiale se chiffre en milliers de milliards de dollars dans les 90 premiers jours. Le coût estimé en pertes militaires américaines dues à des attaques simultanées contre les bases régionales se chiffre en milliers. Le coût estimé en victimes civiles israéliennes d'une riposte iranienne complète atteint des niveaux qu'aucun gouvernement ne peut reconnaître publiquement sans déclencher un effondrement politique intérieur. La première option mène à une guerre régionale dont le coût dépasse tout bénéfice que l'action militaire pourrait produire. La deuxième option est l'action clandestine visant à dégrader ou détruire les missiles transférés par sabotage, opération cyber ou élimination ciblée du personnel technique nécessaire à leur mise en œuvre. C'est un domaine dans lequel les agences de renseignement occidentales ont historiquement été les plus efficaces contre les programmes d'armement iraniens. L'opération cyber Sknet contre les centrifugeuses iraniennes, les campagnes d'assassinat contre des scientifiques du nucléaire iranien, le sabotage clandestin des programmes d'essais de missiles. Le problème, c'est que l'action clandestine s'inscrit dans un temps qui se mesure en années, alors que la menace stratégique posée par 500 missiles balistiques intercontinentaux déjà transférés et déjà dispersés est immédiate. L'action clandestine peut dégrader le programme à l'échelle de plusieurs années. Elle ne répond pas à la réalité de dissuasion qui existe aujourd'hui, ce matin, dans l'environnement stratégique actuel. La troisième option est la pression diplomatique, combinée à un durcissement des sanctions pour contraindre l'Iran à restituer ou détruire les missiles transférés. Cette option échoue au premier contact avec la logique stratégique iranienne. L'Iran n'a pas acquis 500 missiles balistiques intercontinentaux à Sang, un 8 pour les rendre sous pression diplomatique. Le but stratégique même de cette acquisition était de créer une réalité de dissuasion si écrasante que toute pression militaire contre l'Iran devienne d'un coup inacceptable. Demander à l'Iran de restituer cette capacité en échange d'un allègement des sanctions, c'est lui demander de revenir volontairement à une vulnérabilité stratégique. Aucun gouvernement iranien, quelle que soit sa composition politique intérieure, ne peut accepter un tel échange. La quatrième option est le déploiement accéléré de systèmes avancés de défense antimissiles dans la région, batteries THAAD supplémentaires, intercepteurs SM-3 à bord de destroyers Aegis, et potentiellement le déploiement de capacités d'interception classifiées de nouvelle génération. Cette option est la plus acceptable politiquement à Washington parce qu'elle donne l'impression de faire quelque chose de décisif sans obliger à choisir entre la guerre et l'acceptation de fait. Le problème fondamental de la quatrième option, c'est la mathématique. 500 missiles balistiques intercontinentaux. Les États-Unis disposent actuellement à l'échelle mondiale d'assez d'intercepteurs THAAD pour n'engager qu'une fraction d'une salve de 500 missiles. Construire une capacité d'interception supplémentaire à la vitesse qu'exige la situation demanderait des années d'accélération industrielle et coûterait des dizaines de milliards de dollars. Et même une architecture d'interception parfaite, capable en théorie d'engager chaque missile entrant, crée une asymétrie de coûts qui favorise l'Iran. Chaque intercepteur THAAD coûte environ 10 millions de dollars. Chaque Hwasong 1.8, produit avec l'efficacité industrielle nord-coréenne et transféré à un tarif réduit propre à un partenariat stratégique, coûte une fraction de cette somme. L'Iran peut soutenir indéfiniment un échange de salves. Le stock d'intercepteurs américains ne le peut pas. La cinquième option est la négociation directe avec l'Iran
en échangeant des garanties de sécurité et un allègement des sanctions contre un engagement à ne pas employer offensivement les missiles transférés. C'est l'option qu'aucun acteur de l'espace officiel de la politique à Washington ne reconnaîtra publiquement, mais que tout analyste stratégique sérieux identifie comme la seule voie permettant d'éviter la catastrophe. Son problème est politique. Aucune administration américaine ne peut entrer dans une négociation avec l'Iran en acceptant l'idée que l'Iran a atteint une position de dissuasion qui doit être respectée plutôt qu'inversée. Le coût politique intérieur de cette reconnaissance, l'apparence d'une capitulation face à un adversaire sanctionné, est un coût que la culture politique américaine n'a pas encore développé de cadre pour absorber. La réalité a une manière bien à elle d'humilier les postures de tribune et les bravades de campagne. La paralysie de Washington n'est donc pas un échec de compétence. C'est le produit d'une situation stratégique dans laquelle chaque option disponible mène à des résultats soit militairement catastrophiques, soit stratégiquement inutiles, soit politiquement impossibles. L'administration fait ce que font les administrations lorsqu'elles sont confrontées à de véritables dilemmes stratégiques, sans bonne option. Elle gagne du temps, affiche de la fermeté au moyen de mouvements militaires visibles, qui ne portent aucune intention opérationnelle décisive, et espère que la situation évoluera dans une direction créant de nouvelles options. L'espoir n'est pas une stratégie, mais c'est ce dont Washington dispose aujourd'hui. Le cauchemar d'Israël commence là où sa doctrine commence à échouer. Au cœur le plus secret de la planification stratégique israélienne, dans ces espaces classifiés, où la doctrine s'écrit et où l'indicible se dit, il a toujours existé un concept connu sous le nom d'option Samson. L'idée, jamais officiellement reconnue, est simple dans sa logique terrible. Si Israël fait face à une menace existentielle qui ne peut être contrée par des moyens militaires conventionnels, il conserve l'option d'une riposte nucléaire contre les sources de cette menace. Le nom renvoie à la figure biblique qui, face à une mort certaine aux mains de ses ennemis, fit s'effondrer les colonnes du temple, se détruisant lui-même avec tous ceux qui l'entouraient. L'option Samson a fonctionné pendant des décennies comme l'ultime filet de sécurité de la dissuasion israélienne. La garantie implicite qu'aucune combinaison d'adversaires ne pourrait éliminer Israël sans s'exposer en retour à une annihilation nucléaire a été un facteur de stabilisation dans l'environnement stratégique régional, même si cela n'a jamais été explicitement formulé. La confirmation du transfert, la nuit dernière, a forcé les planificateurs stratégiques israéliens à affronter une question que la logique de l'option Samson n'avait jamais été conçue pour traiter. Que fait-on lorsque l'adversaire atteint une position de dissuasion qui fait que même la menace de représailles nucléaires ne suffit plus à empêcher une pression existentielle? L'Iran, avec 500 missiles balistiques intercontinentaux Hwasong, un 8 potentiellement armé de charges nucléaires, ne craint pas les représailles nucléaires israéliennes de la manière dont un Iran armé de façon conventionnelle les craindrait. Si l'Iran peut absorber une frappe nucléaire israélienne et malgré tout infliger en retour une réponse nucléaire au territoire israélien, toute la logique de dissuasion de l'option Samson s'effondre. La destruction mutuelle assurée ne dissuade pas une partie qui a déjà décidé que le coût de l'affrontement est acceptable. La communauté stratégique israélienne est désormais confrontée à une architecture de menaces que l'ensemble de sa doctrine n'a pas été conçue pour traiter une relation de dissuasion nucléaire entre pairs avec un adversaire régional. Israël a passé toute son histoire moderne comme seule puissance nucléaire de la région. Les avantages dissuasifs de ce monopole sont désormais remis en cause d'une manière sans précédent historique dans l'expérience stratégique israélienne. La réponse opérationnelle immédiate a été l'activation des niveaux d'alerte les plus élevés dans toutes les branches militaires israéliennes simultanément. Les batteries Arrow 3 ont été placées en état de disponibilité permanente pour l'engagement. Les systèmes THAAD fournis par les États-Unis ont été repositionnés afin d'optimiser la couverture contre des profils de trajectoire compatibles avec des lancements iraniens de missiles balistiques intercontinentaux. Les installations de commandement souterraines ont été pleinement activées avec un effectif continu. La force sous-marine nucléaire, capacité de seconde frappe d'Israël et garant ultime de l'option Samson, a été dispersée vers des positions de patrouille en Méditerranée et en mer Rouge. Ces mesures représentent un niveau maximal de préparation opérationnelle. Elles ne représentent pas une solution.
Elle représente la posture d'un État qui comprend qu'il affronte un défi stratégique existentiel et qu'il n'a pas de réponse immédiate. La dimension politique en Israël est en train d'exploser en temps réel. La coalition au pouvoir, déjà soumise à une pression intérieure extrême du fait des coups prolongés de multiples campagnes militaires simultanées, se fracture selon des lignes que la confirmation du transfert a révélées et élargies. Les membres de la coalition les plus axés sur la sécurité exigent une action militaire immédiate, quel qu'en soit le coût. Les membres plus prudents soutiennent qu'une action militaire, sans voie claire vers le succès, accélérera précisément l'escalade qu'Israël cherche à empêcher. L'opposition, sentant le moment politique, appelle à un gouvernement d'urgence nationale, avec une représentation de coalition plus large. Netanyahou, qui doit gérer simultanément une crise militaire sans précédent, une crise politique intérieure et un environnement diplomatique international qui lui apporte moins de soutien qu'à n'importe quel moment précédent de son mandat, se trouve forcé de prendre des décisions sous pression temporelle et dans l'incertitude informationnelle, dans des conditions qui mettraient à l'épreuve n'importe quel dirigeant. Les décisions qu'il prendra dans les jours à venir façonneront la position stratégique d'Israël pour une génération. Le public israélien connaît un basculement psychologique qu'aucun volume de réassurance officielle ne peut totalement enrayer. Les limites du dôme de fer restaient gérables tant que le cadre stratégique général demeurait intact. 500 missiles balistiques intercontinentaux ennemis potentiellement nucléaires ne peuvent pas être gérés par un simple recadrage psychologique. Il s'agit d'une menace existentielle réelle, perçue comme telle par les citoyens israéliens ordinaires, et aucune stratégie de communication gouvernementale ne peut modifier cette perception lorsque la réalité sous-jacente la confirme. Les conséquences économiques se manifestent déjà. La bourse de Tel Aviv a ouvert en forte baisse. Le shekel a chuté face au dollar à un rythme inédit depuis la guerre du Liban de 2006. Les demandes d'investissement étrangères se sont interrompues dans plusieurs secteurs. Le secteur du tourisme, déjà dévasté par un conflit prolongé, a pratiquement cessé d'exister. Des revues par les agences de notation ont été engagées. Le moteur économique qui finance la capacité de défense d'Israël subit simultanément la pression de la crise militaire et de l'évaluation par les marchés financiers du risque stratégique. Israël est une nation en véritable détresse, et cette détresse est à la mesure de la réalité à laquelle elle fait face. Les implications dépassent largement le Moyen-Orient, largement le conflit Israël-Iran et touchent aux hypothèses fondamentales qui gouvernent les relations internationales depuis la fin de la guerre froide. L'ordre nucléaire de l'après-guerre froide reposait sur un cadre précis. Un petit nombre d'États nucléaires reconnus, liés au cadre du traité de non-prolifération, opérant dans une architecture de dissuasion gérée par les États-Unis et la Russie comme garants principaux. Tous les efforts de la politique étrangère américaine pendant 30 ans ont visé à préserver ce cadre en empêchant d'autres États d'acquérir des armes nucléaires ou des vecteurs qui viendraient compliquer cette architecture de dissuasion administrée. Le transfert de missiles balistiques intercontinentaux entre l'Iran et la Corée du Nord représente la brèche unique la plus lourde de conséquences dans ce cadre depuis la fin de la guerre froide. Non pas parce que l'Iran a nécessairement acquis des ogives nucléaires. Cette question restant délibérément ambiguë, mais parce qu'un État non signataire du traité de non-prolifération a transféré 500 vecteurs de missiles balistiques intercontinentaux à un autre État, en défi ouvert à chaque sanction, à chaque mécanisme de contrôle des armements et à chaque instrument de pression diplomatique que les États-Unis et leurs alliés pouvaient mobiliser. Et cela a marché. Le transfert a eu lieu, les missiles sont en Iran, rien de ce que feront maintenant Washington ou Tel Aviv ne pourra annuler ce fait. Le message que transmet ce succès à l'échelle mondiale est en train d'être traité simultanément par tous les gouvernements préoccupés par la prolifération dans le monde. Le cadre de non-prolifération dirigé par les États-Unis, l'architecture des sanctions, des contrôles à l'exportation, des opérations de renseignement et de la pression diplomatique conçues pour empêcher précisément ce type de transfert, a été visiblement vaincu. Pas mis au défi. Vaincu, chaque État qui pesait les coûts
et les bénéfices d'une poursuite de capacités d'armement avancées au mépris de la pression américaine est en train de réviser son appréciation. Le transfert Corée du Nord-Iran démontre que le versant coût de cette équation, les sanctions, l'isolement, la pression diplomatique, peut être absorbé puis finalement transformé en avantage stratégique. Et que le versant bénéfice, une position de dissuasion rendant une action militaire américaine d'un coût prohibitif, est atteignable. C'est la logique de prolifération que les responsables américains redoutent depuis des décennies et qu'ils ont tenté d'empêcher au prix de ressources considérables. La nuit dernière, elle est devenue réalité opérationnelle. La Russie observe ces développements avec une satisfaction qu'elle ne cherche même pas à dissimuler complètement. L'érosion de la crédibilité stratégique américaine au Moyen-Orient, aggravée désormais par l'échec visible du cadre de non-prolifération, produit un allègement de pression sur chaque théâtre où la Russie fait face à une opposition soutenue par les États-Unis. Chaque point de pourcentage de l'attention stratégique américaine absorbée par la crise des missiles balistiques intercontinentaux au Moyen-Orient est un point de pourcentage non consacré à l'Ukraine, non consacré au flanc oriental de l'OTAN, non consacré à la posture de dissuasion dans le Pacifique. La lecture chinoise des événements est plus complexe et davantage tournée vers l'avenir. Pékin s'est constamment opposé, dans ses déclarations publiques, à l'acquisition d'armes nucléaires par l'Iran, non par alignement idéologique sur le cadre de non-prolifération, mais par reconnaissance pragmatique du fait qu'un Iran doté de l'arme nucléaire crée de l'imprévisibilité dans une région cruciale pour l'énergie où la Chine possède d'énormes intérêts économiques. Le transfert du Hwasong, un U-8, un vecteur plutôt qu'une ogive confirmée, se situe dans une zone ambiguë avec laquelle la Chine peut travailler diplomatiquement tout en notant simultanément le précédent qu'il crée quant à l'efficacité du fait de défier la pression américaine. Plus important encore, la Chine observe la réponse américaine à cette crise comme un exercice d'étalonnage pour ses propres calculs sur Taïwan. Si Washington montre qu'il ne peut pas ou ne veut pas entreprendre une action militaire décisive même face au transfert de 500 missiles balistiques intercontinentaux à un État adverse, qu'est-ce que cela implique quant à la volonté américaine d'entreprendre une action militaire pour Taïwan, un conflit comportant un potentiel encore plus grand de confrontation directe entre grandes puissances? Les analystes chinois à Pékin tirent en ce moment même, des conclusions de la réponse de Washington. Ces conclusions façonneront pendant des années la prise de décision chinoise dans le théâtre du Pacifique. Les États du Golfe vivent un séisme stratégique. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et toutes les autres monarchies du Golfe qui ont structuré leur sécurité autour des garanties américaines sont désormais confrontées à la preuve que ces garanties ont des limites et que l'Iran, situé de l'autre côté des eaux étroites du Golfe Persique face à chaque grand centre de population du Golfe, possède maintenant une capacité d'armement qui modifie fondamentalement l'équation régionale de dissuasion. L'accélération d'un accommodement diplomatique Golfe-Iran, déjà visible dans le rapprochement saoudo-iranien négocié par la Chine, va s'intensifier. Les États qui ne peuvent pas s'appuyer sur la primauté militaire américaine pour une sécurité absolue sont des États qui doivent trouver leur propre accommodement avec l'acteur régional le plus puissant. L'Iran, armé de 500 missiles balistiques intercontinentaux Hwasong, un 8 est sans ambiguïté l'acteur régional le plus puissant. Le Pakistan, seul État majorité musulmane doté de l'arme nucléaire, observe ces évolutions avec un mélange particulier d'anxiété et d'intérêt stratégique. Un Iran à capacité nucléaire dans son voisinage modifie le propre calcul de dissuasion du Pakistan d'une manière que le gouvernement d'Islamabad n'est pas encore prêt à traiter publiquement. Le cadre mondial de non-prolifération, déjà affaibli par le propre programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord, par l'effondrement du JCPOA et par l'érosion de la retenue stratégique, pourrait ne pas se rétablir sous sa forme actuelle. Un nouveau cadre finira par émerger. Mais la période de transition, l'intervalle entre l'effondrement de l'ancien ordre et la construction du nouveau, est historiquement le moment le plus dangereux des relations internationales.
Les États agissent sur la base de l'incertitude, les erreurs de calcul deviennent plus probables, les marges d'erreur se rétrécissent précisément au moment où les enjeux sont les plus élevés. Nous sommes maintenant dans cette période de transition. Le transfert de 500 missiles balistiques intercontinentaux Hwasong, 1-8 de la Corée du Nord vers l'Iran, n'a pas créé l'instabilité du moment, mais il l'a accéléré et approfondi d'une manière qui définira l'environnement stratégique pendant une décennie. 500 missiles balistiques intercontinentaux Hwasong 1-8, mobiles sur route, à propergol solide, véhicules de rentrée manœuvrant, navigation indépendante, potentiellement armés de charges nucléaires, dispersés sur le territoire iranien, à l'abri d'une frappe préventive, résistant à l'interception par tous les systèmes de défense actuellement déployés dans la région. Telle est la réalité stratégique à laquelle Israël, les États-Unis et l'ensemble de l'ordre régional, soutenu par l'Occident, se sont réveillés ce matin. Une réalité qui n'existait pas il y a 72 heures. C'est une réalité qu'on ne peut ni souhaiter voir disparaître, ni faire disparaître par les sanctions, ni faire disparaître par des frappes, sans provoquer des conséquences qui dépassent de très loin le problème qu'on cherche à résoudre. Ce qui se passera ensuite sera déterminé non par celui qui possède la technologie la plus avancée ou le plus grand budget de défense, même si ces deux éléments comptent. Cela sera déterminé par celui qui aura la vision stratégique la plus claire, la prise de décision la plus disciplinée et la plus grande capacité à accepter des vérités inconfortables sur un monde qui a changé d'une manière irréversible. L'Iran a passé 45 ans à construire ce moment. La patience, l'autonomie, la volonté d'absorber des coûts immenses dans la poursuite d'objectifs stratégiques, tout cela a convergé dans l'image de 500 missiles balistiques intercontinentaux installés dans des sites iraniens durcis, pointés vers un monde qui a sous-estimé la détermination d'une civilisation qui n'a jamais accepté la soumission. L'ancien Moyen-Orient a disparu, l'ancien ordre de non-prolifération a disparu. Ce qui les remplacera sera bâti sur le socle de ce moment. Washington trouvera-t-il une voie diplomatique qui reconnaisse la dissuasion iranienne sans donner l'impression de capituler? Israël agira-t-il militairement malgré le coup? Le seuil nucléaire sera-t-il franchi? Et si oui, par qui? C'est le genre de moment où le camp Trump vendrait de la certitude au pupitre, comme si le seul pouvoir de la marque pouvait intimider la réalité jusqu'à la faire plier. Le monde qui a émergé de ce transfert ne sera pas gouverné par des slogans, il sera gouverné par les conséquences.